Bonjour, vous êtes sur le 7ème regard. Aujourd'hui dans le cinéma, on ne parle que du réalisateur. Le scénariste, le producteur, voire même l'acteur, personne n'est mis au même niveau que le réalisateur, considéré comme l'auteur du film. Mais en réalité, on aime quoi chez un réalisateur ? Je veux dire, quand un réalisateur adapte un scénario qu'il n'a pas lui-même écrit, est-ce qu'il apporte une plus-value artistique à cette histoire ? Ou est-il seulement un chef de projet ? On pourrait répondre que le réalisateur est celui qui traduit un scénario dans le langage du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'art et de langage, on va parler de la grammaire du cinéma. La grammaire, c'est l'ensemble des règles qui régissent une langue. Mais en quoi cela s'applique-t-il au cinéma ? On retrouve beaucoup de livres ou de vidéos qui parlent de cette notion. Généralement, quand on parle de la grammaire du cinéma, on va parler du sens des plans et des mouvements. Ces termes un peu éculés que vous trouverez rabâchés 1000 fois sur YouTube. Quand quelqu'un va de gauche à droite, cela donne l'impression qu'il avance. Quand il va de droite à gauche, qu'il revient. Une plongée montre la personne dominée, alors que la contre-plongée montre la domination. La règle des 180, la valeur des plans, etc. Mais je trouve que ces concepts sont restrictifs, parce que je pense que justement, la grammaire du cinéma va bien au-delà de ces impressions que provoquent certains plans. Si je veux vous parler de la grammaire du cinéma, c'est pour insister sur le fait que le cinéma est un langage. Un langage que nous avons tous appris, progressivement, nativement. Vous avez peut-être pas vu le hussard sur le toit, mais cela ne vous empêche pas d'interpréter la scène que vous voyez actuellement, et d'en déduire des sentiments, du conflit, des personnalités. C'est ça le langage du cinéma. Comme une langue maternelle, nous en avons appris les codes, les règles, le sens, intuitivement et sans effort. C'est dur à imaginer, mais si nous montrons un film actuel à une personne n'ayant jamais vu un seul film dans sa vie, il est fortement probable qu'elle n'en comprenne rien. Un chant contre chant, ce sont deux personnes qui se parlent. Ça nous semble évident bien sûr, mais il faut bien réaliser qu'au tout début du cinéma, ces choses-là ne l'étaient absolument pas. La grammaire du cinéma s'est construite au fil du temps, et s'est bien sûr complexifiée. L'exemple qui est souvent montré est le film Citizen Kane, qui est l'un des premiers films parlants à utiliser une narration non linéaire, donc avec des flashbacks. Pour être sûr que le spectateur comprenne ce qu'est un flashback, le film inclut au début un mini-film qui raconte l'histoire de façon chronologique pour que tout le monde ait bien l'histoire en tête et ne se perde pas. Quelques décennies plus tard, pour signifier qu'on commençait un flashback, les réalisateurs se limitaient à insérer une transition et en changeant l'étalonnage, comme le parodie OSS 117 dans cette scène. Et de nos jours, on fait plus rien. Le flashback est tellement acquis chez le spectateur qu'il comprend tout seul, en se basant uniquement sur la cohérence du scénario, ce qui révèle une réelle progression de notre compréhension du langage du cinéma. Inversement, on se retrouve parfois dans la situation de ne pas comprendre ce que voulait dire le metteur en scène, notamment quand nous regardons des vieux films ou des films qui nous sont culturellement éloignés. Un exemple qui m'a beaucoup frappé est cette scène d'Autant n'importe le vent, un film de 1939. Que comprenez-vous ? It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. Quand j'ai vu le film, j'ai cru que cette scène montrait une agression sexuelle. Le rouge, l'escalier, tout ça montrait un côté enfer et diabolique. Et comme le plan d'après ne suggère pas du tout cette idée, j'avais naturellement déduit qu'il y avait une longue ellipse entre les deux scènes. En réalité, cette seconde scène, qui a fait un peu scandale à l'époque, montre comment Scarlett a eu du plaisir sexuel suite à la nuit passée après la première scène. Évidemment, la censure ne permettait pas de montrer explicitement la scène. Le réalisateur a dû utiliser le langage du cinéma pour nous le faire comprendre. Et là, on constate à quel point le langage du cinéma change. À notre époque, nous n'avons plus les codes qui nous permettent de comprendre cette scène. Les langues évoluent, et celle du cinéma aussi. À cela s'ajoute le fait que notre morale également a changé,
et nous n'interprétons plus les actions des personnages de la même façon, et on le remarque bien dans cette scène. Car ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ce qui se passe à l'écran est interprété, et cette interprétation est conditionnée par nos attentes sur le film. On n'interprète ainsi pas de la même façon le fait qu'un personnage chante, si c'est dans un Bollywood, un dessin animé, ou dans un drame français. Dans un Bollywood ou un dessin animé, on interprète ça comme quelque chose de normal, voire qui n'a pas de sens particulier. Dans un drame français, on se dirait que la personne est dans un rêve ou sous drogue. Et il y a un film qui joue beaucoup avec la grammaire du cinéma, c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Ce film, qui est loin d'être un grand film car il s'essouffle malheureusement très vite, possède cependant une réelle mise en perspective de ce qu'est le langage du cinéma. Il raconte l'histoire de Laurent Baffy, qui va faire un film sur le fait qu'il a perdu ses clés de voiture. Et constamment, ils vont commenter le film que l'on regarde et jouer avec les codes du cinéma. Un peu. Changer l'histoire maintenant? Et puis il y a des mois d'écriture, des fois il y a des années d'écriture avant de tourner. On change pas l'histoire comme ça le jour du tournage. Toi, t'as mis combien de temps pour écrire ton allégorie, là? Je sais pas, environ 3 ans. 3 ans? Oui. 3 ans? Oui, 3 ans. Il t'a fallu 3 ans pour chier. Oui, il m'a fallu 3 ans. Tu me casses les couilles maintenant. Allez, on arrête, c'est fini. On arrête quoi? Le film, l'allégorie, la merde, tout. C'est fini, on casse. Stop. T'es content? Moi, c'est pour toi, hein. J'ai pas envie que tu chies la honte avec les critiques. Bon, bah comme ça, c'est réglé. J'ai dit on coupe, t'es sourd? On arrête pour la journée. Non, je crois que c'est définitif. Ah ouais, on arrête le film. Eh ben moi j'aurais pas mes heures. Ouais, bon, en tout cas, on aurait évité une belle merde. Ouais. Ah ouais. Dans le film, le personnage de Daniel Russo veut absolument une scène de sexe. Du coup, il demande au réalisateur une scène que Baffy lui accorde. On la regarde. À tout à l'heure. Oui. On se retrouve au bistrot. Oui, Lolo. Tiens, le voilà. Et là, on se dit, ah bah, il va être content, il a eu sa scène. C'est d'ailleurs la réaction des autres personnages. Mais voilà la suite. Bien que je l'ai pas niqué. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Absolument. On s'est déshabillé, on s'est mis au pieu, on a fait 3 bisous, et la scène d'après, je me retrouve ici avec toi au bistrot. Ça veut dire quoi? Ah non, mais ça c'est normal, Daniel, c'est une ellipse. Une ellipse? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est un truc cinématographique, c'est comme un raccourci. On comprend que vous allez faire l'amour, mais on fait l'impasse sur la scène de cul pour pas être graveleux. On fait ça tout le temps au cinoche. Mais pas du tout. Moi, quand je joue une cassette, on voit tout. Ouais, sauf que c'est pas les mêmes films. On peut pas montrer quand vous baisez, on va être interdit au moins de 18 ans, surtout vicelard comme t'es. Eh bah oui, c'était une ellipse, évidemment. Le comique de la scène repose précisément sur notre intériorisation de la grammaire du cinéma. Du fait qu'on avait naturellement déduit qu'ils avaient fait l'amour, alors évidemment, c'était pas le cas en vrai. D'autres films jouent sur le même mécanisme en nous poussant à interpréter à tort ce que le réalisateur nous montre. Par exemple, dans un registre dramatique, certains réalisateurs nous font croire que l'on regarde un flashback alors que ça n'en est pas. C'est notamment le cas de Premier Contact du Québécois Denis Villeneuve, qui est d'ailleurs un film qui parle du langage et qui joue justement avec le langage du cinéma pour nous tromper, ou encore dans Douleur et gloire d'Almodovar, dont je parle dans ma vidéo sur la série Bref. Il est donc clair que notre compréhension de la langue du cinéma augmente à mesure que nous y sommes confrontés. Aujourd'hui, les blockbusters américains jouent avec une grammaire complexe. Les flashbacks, les montages, les évolutions s'enchaînent et cela reste globalement compréhensible. Par exemple, cette scène de Star Wars 8 est grammaticalement étonnante. On a un champ contre champ, mais dans 2 décors différents, avec à l'intérieur un flashback sans transition, mais on comprend. Et la langue continue d'évoluer. Ainsi, quand vous voyez cette scène, vous ne vous dites pas que des formes flottent dans l'espace. Vous comprenez qu'elles lisent sur leur téléphone les messages qui s'affichent. Dans les bandes annonces, quand il se passe Compte ça, sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage d'ailleurs. vous comprenez que quand la musique s'arrête, c'est qu'il y a la chute d'une blague. Ce sont à chaque fois des nouvelles règles qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui enrichissent la grammaire du cinéma. Et chaque film, chaque jour, l'enrichit de plus en plus. Notre progression dans la compréhension du cinéma irrigue également d'autres arts. C'est notable en bande dessinée, où la narration se complexifie en jouant notamment sur les cadrages et les techniques narratives du cinéma. On avait au début de la bande dessinée des structures simples qui se sont progressivement complexifiées. Mais c'est également le cas au théâtre. Si vous regardez des pièces contemporaines, comme La Machine de Turing de Benoît Solès, ou les pièces d'Alexis Michalik, vous verrez que les changements de scène, leur diversité, le jeu sur les flashbacks, toujours dans un rythme assez soutenu,
donne cette impression d'avoir une mise en scène que j'aurais envie de qualifier de cinématographique. Et ce n'est pas pour rien, car je suis convaincu que sans sa connaissance du cinéma, le public aurait été incapable de comprendre le sens de cette mise en scène. Mais alors, qu'est-ce qui compose cette grammaire du cinéma ? Eh bien tout. Le cadrage des plans bien sûr, le rythme du montage, l'étalonnage, l'éclairage d'une scène, la profondeur de champ, les sons, la musique, les mouvements de caméra. Tout au cinéma a un sens. Tout. Tout est interprété par le spectateur. Et tous ces éléments sont choisis par le réalisateur. Par exemple, dans 120 battements par minute, nous assistons à la mort du personnage. Comment le réalisateur fait-il pour signifier sa mort en utilisant uniquement le langage du cinéma ? Eh bien, il ne fait plus le point sur le corps. Tant qu'il est vivant, la caméra fait le point et le personnage est net. Cependant, dès qu'il meurt, il est comme les objets, le lit, l'armoire, il est dans le flou. La réalisation seule exprime l'idée que l'histoire veut transmettre. Voilà ce qu'est une belle langue du cinéma. Évidemment, comme on fait des fautes de français, on peut également faire des fautes de cinéma, en étant maladroit dans son discours et en ne racontant pas dans la mise en scène ce que l'auteur veut transmettre. Dans cette scène de Transformers, que signifie ce plan ? Cette contre-plongée semble montrer une domination des personnages, mais le plan d'après sur le robot également. Il aurait au contraire fallu filmer les deux personnages du dessus pour renforcer l'impression de grandeur du robot. En tout, de ne pas utiliser le potentiel de la grammaire du cinéma. La vraie faute de cinéma, c'est avant tout de faire un film descriptif. C'est le fait de communiquer uniquement avec les dialogues et la musique. Que rien ne soit dit en utilisant la richesse du langage du cinéma, mais qu'un personnage soit obligé de dire ce qu'on doit comprendre. Que le réalisateur ne soit qu'un chef de projet et qu'il n'apporte rien au scénario. C'est d'avoir une mise en scène qui ne signifie rien, un cadre qui ne signifie rien, un montage qui ne signifie rien, un mouvement de caméra qui ne signifie rien. Avoir une image belle, oui, mais qui n'a pas de sens. Alors certes, cela n'empêche pas d'avoir des films intéressants, voire passionnants, car beaucoup de films sont intéressants pour leur musique, pour le jeu des acteurs, et surtout pour leur histoire. Et là on touche le vrai sujet. Beaucoup de gens ne regardent un film que pour son histoire, ses personnages, son intrigue. Quand vous écoutez des critiques de films sur YouTube, souvent on ne vous parle que de l'histoire. Mais cela ne permet que de juger le scénariste. Prendre conscience de la grammaire du cinéma, c'est ça qui nous permet de comprendre le rôle artistique d'un réalisateur. Et si vous voulez savoir la qualité du réalisateur, il faut se demander quel est l'apport de la réalisation à l'histoire. À chaque fois que je regarde un film, je me demande et si on me donnait le même scénario, le même budget, les mêmes acteurs et les mêmes décors, est-ce que je ferais aussi bien que ce film ? Quand je regarde Transformers, je sais que oui. Quand je regarde In the Mood for Love, je sais que non.